Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Pour la 3e année consécutive, l'Association des anciens élèves des sections tchèques en France a remis son prix appelé Un grand merci, mettant ainsi à l'honneur différents enseignants de français en Tchéquie. Comme son nom l'indique, le projet vise à rendre hommage aux professeurs qui inspirent leurs élèves et leur transmettent leur amour du français de manière à élargir leurs horizons, tant personnels que professionnels. Après la cérémonie qui s'est tenue mercredi à Prague au siège du ministère des Affaires étrangères, le lauréat de cette édition 2026 a présenté sa méthode de travail au micro de Guillaume Narguet. Il s'appelle Przemysl Machati et enseigne au lycée Dachicka de Pardubice ainsi qu'à l'Alliance française de Pardubice. Alors, vous êtes le grand lauréat de ce prix, dont c'était la 3e édition. Un grand merci. Vous avez fait un très beau discours. Que représente ce prix et quel est le message que vous avez fait passer à l'occasion de cette remise de diplôme ? Pour moi, ce prix, c'est vraiment un grand plaisir de le recevoir parce que je trouve que le métier de professeur est vraiment très important parce que ça peut influencer la vie des jeunes gens. Moi, j'ai dit pendant mon discours quand j'avais 15 ans, il fallait choisir la deuxième langue, c'était le français. Et je n'avais pas d'attente, mais quand j'ai commencé à étudier cette langue, c'était grâce à ma professeure, Madame Přihodová, que j'ai commencé à aimer cette langue parce qu'elle était toujours souriante, positive, motivante. Elle nous a encouragés à développer nos compétences. Et quelques années plus tard, le moment où j'ai commencé à enseigner le français par moi-même, je me suis dit que c'était un bon exemple et j'essaye de continuer de cette façon. Évidemment, j'ajoute un peu de ma personnalité. J'enseigne avec beaucoup d'humour. Je voudrais que le cours soit ludique et amusant et que ça fasse plaisir à mes élèves de passer le temps ensemble et de découvrir un nouveau monde, une nouvelle culture à travers de cette langue. Quand vous dites que vous souhaitez ou vous vous efforcez de faire en sorte que vos cours soient ludiques, amusants pour vos élèves, concrètement, est-ce que vous pourriez donner des exemples de comment vous faites pour motiver, intéresser vos élèves et les pousser, entre guillemets, à apprendre le français ? Il y a des différentes pistes qu'on peut utiliser. Moi, personnellement, par exemple, mes collègues disent parfois que je fais un peu de show, donc ça veut dire je mime, je fais des gestes, je fais des grimaces, j'essaie d'expliquer comment si on jouait le jeu de société qui s'appelle les activités. Et en même temps, j'essaie de trouver d'autres idées pour sortir un peu du manuel, comme faire des vidéos, des projets vidéo, des petits sketchs, travailler de la façon un peu différente. Bien évidemment, même si le travail, la grammaire, le lexique est toujours là. Ça plaît aux élèves ? En général, oui. Je trouve qu'il y en a quand même, par exemple, cette année, j'avais 18 élèves au total en terminale, dont 12 ont passé le bac en français, ce qui est un chiffre, je trouve, pour une deuxième langue assez énorme. Quelles sont, selon vous, les motivations de vos élèves ? Quand on vit à Pardubice, donc en Bohême de l'Est, le français n'est pas forcément un choix évident ? Bien évidemment, oui, il est assez difficile de se battre, de convaincre les nouveaux élèves que le français est un bon choix. Il faut expliquer, donner des exemples, comment ils peuvent l'utiliser déjà pour voyager. Donc, je coopère aussi avec Europe Direct de Pardubice pour promouvoir des possibilités de voyage qui sont payées, par exemple, par l'Union européenne. On participe au projet européen, on a participé à Erasmus. J'explique qu'ils peuvent se préparer aux examens DELF qui peuvent leur servir pendant leurs études parce que c'est valable à vie, où il y a des entreprises francophones qui sont là, par exemple Veolia, que même à Pardubice et aux alentours, il y a toujours des possibilités en République tchèque où vous pouvez bien profiter dans le bon sens du mot de la connaissance d'une autre langue que l'anglais qui devient, à mon opinion personnelle, une nécessité ou quelque chose d'automatique. Alors si vous êtes capable de parler en langue qui est différente, c'est un petit plus pour votre carrière. Oui, vous avez raison. Actuellement, on voit une forte tendance que les élèves choisissent surtout l'espagnol à la place du français parce qu'évidemment c'est une langue qui est beaucoup plus phonétique que par exemple le français, mais j'essaie quand même de leur montrer que par exemple au départ je ne trouve pas que par exemple l'écriture soit si importante. Donc au départ c'est pour moi c'est une initiation à la langue, donc surtout on parle
on fait des jeux, on essaye de voir que ça peut être amusant de l'apprendre, même si c'est compliqué. J'essaie d'apporter aussi des jeux. Aujourd'hui, il y a plein de jeux qui sont didactisés, que vous pouvez utiliser. Il y a des sites où vous pouvez télécharger des différents types de documents qui peuvent enrichir vos cours. Et comme j'ai déjà dit, aussi, je pense que la personnalité du professeur est importante. Il faut que ça soit vraiment quelqu'un qui réussit à les faire sortir de la routine scolaire quotidienne. Vous, personnellement, lors de la remise du prix, vous avez expliqué que le français était une tradition, entre guillemets, dans votre famille, c'est bien ça? Oui, bien évidemment. C'était mon arrière-grand-père maternel qui est parti à Nice où il jouait dans l'orchestre et quand il est retourné en République tchèque, il est devenu gendarme, donc, c'est-à-dire un métier complètement différent. Et il s'est marié et après, grâce à lui, le français peut rester dans la famille parce que ma grand-mère, elle a appris le français, ma mère a appris le français, donc pour moi, après, le choix de cette langue était un peu logique. Le français vous a tout de suite plu? Oui, comme j'ai déjà dit, moi j'avais aussi le plaisir d'apprendre de la façon motivante et encourageante de notre professeur de français et je sais, grâce à mes amis, que ce n'est pas toujours le cas. C'est pour ça que je trouve que ce prix est vraiment une belle récompense de notre travail et je félicite à tous mes collègues qui ont déjà été nommés parce que déjà être nommé, c'est-à-dire que vous faites bien votre boulot et qu'il y a des gens qui l'ont apprécié. Qu'est-ce que vous aimez dans le français? Moi, personnellement, il y a beaucoup de choses. Moi, j'aime la sonorité, que c'est une langue qui chante un peu. Je trouve qu'elle est riche en expression et je trouve que aussi la culture, ce pays, tout est, disons, jumelé, ou pas jumelé, mais ça vit ensemble, ça se marie bien, comme on dit pour un vin. Ça se marie bien. Quel est On suppose que vous organisez aussi des voyages pour vos élèves, des échanges avec d'autres établissements en France. D'abord, où les emmenez-vous et quel est le regard que vous portez aussi sur l'évolution de l'usage du français? Parce qu'aujourd'hui, la France est un pays multiculture, à la différence, même si les choses évoluent ici aussi, de la Tchéquie, où la langue évolue peut-être un peu moins, mais dans tous les cas, il y a moins d'influence de toutes ces cultures diverses qu'il peut avoir en France. Quel est le regard que vous portez sur cette évolution, sur cette pratique, notamment au niveau des jeunes générations? Je vois bien évidemment, et je pense que nous le voyons tous si nous sommes entourés par des jeunes gens, peu importe de quel pays, il y a beaucoup d'anglicismes qui existent dans la langue courante de jeunes. Mais je trouve qu'il y a toujours cet aspect d'essayer une autre langue que l'anglais. Parce que je dois avouer que parfois même si je voyage en bus, ce sont des Tchèques, ils se parlent, les jeunes, ils utilisent des mots en anglais ou je ne connais pas personnellement. Donc je pense qu'il est important, évidemment, d'enseigner la langue, mais aussi faire rapport avec la culture, avec la notion de la langue, qu'il faut bien connaître sa langue maternelle, mais toutes les langues étrangères, et de savoir de la combiner de la façon utile, mais pas exagérée, que parfois je trouve que c'est un peu trop fort. Alors, par exemple, on fait l'échange avec une école en France et les deux pays communiquent en anglais. Souvent, les gens sont étonnés. Ils disent « Pourquoi vous faites l'échange avec la France si les élèves parlent anglais ?» On dit « On veut que les conditions soient égales pour les deux pays, c'est-à-dire que pour les deux pays, c'est une langue étrangère. » Mais grâce à ça, ils doivent parfois s'expliquer quelque chose. Les Français finalement veulent apprendre quelque chose en tchèque, les Tchèques veulent apprendre le français. Et doucement, on voit que ce multilinguisme, c'est la vie du futur, je trouve. C'est quand même une idée révolutionnaire de devoir passer par l'anglais pour apprendre le français. Oui, c'est une des façons, mais pas forcément, bien évidemment. Mais je trouve que ça peut montrer que ça peut être le moyen de communication et les deux parties peuvent être contentes de pouvoir communiquer ensemble. Et c'est, par exemple, si pour moi, ça va être juste le moment où ils vont commencer à se parler et après, peut-être les Tchèques, ça va les motiver d'apprendre plus le français pour qu'ils puissent avoir plus d'amis là-bas, de se faire des contacts, de parler avec les autres, de voyager plus en France. Je trouve, pourquoi pas.
C'était Przemysl Machati qui enseigne le français au lycée Dachicka de Pardubice ainsi qu'à l'Alliance française locale. Il était au micro de Guillaume Narguet et vous pourrez entendre dans l'une de nos prochaines émissions d'autres enseignants qui ont été récompensés lors de cette cérémonie des prix organisés par l'Association des anciens élèves des sections tchèques en France, des prix appelés Un grand merci. On passe maintenant au cinéma avec la 60e édition du Festival du film international de Karlovy Vary qui marque également les 80 ans de sa création et qui se déroulera du 3 au 11 juillet, et près de 40 films au programme principal de cette édition, dont les premières mondiales auront lieu dans la ville thermale au début du mois de juillet, ce qui illustre une diversité géographique exceptionnelle, avec la présence inédite du Myanmar et de la Colombie dans la compétition officielle et qui fait écho 60 ans plus tard à la décision visionnaire de l'un des fondateurs du festival et longtemps responsable de sa programmation, qui s'appelait Monsieur Broussard et qui avait choisi de mettre en lumière les cinématographies extra-européennes, encore largement méconnues à l'époque. Le programme principal de cette édition, doublement anniversaire donc, du Festival international sera également riche en productions tchèques. La compétition officielle accueillera notamment la première de la tragicomédie Chica Čeka, le 4e long métrage du réalisateur, scénariste et compositeur Šimon Holý. On écoute le directeur artistique du festival, Karel Hoch. On a la chance d'avoir en compétition officielle cette année le film qui s'appelle Chica Čeka, qui est une coproduction française. C'est la première fois que Šimon Holý, le réalisateur, fait un film en coproduction internationale. On a présenté ces deux premiers films et on est très heureux de voir comment il est développé comme le réalisateur. Son style est beaucoup plus complexe. Il est capable de produire une émotion très, très forte. Naturellement, il est aidé par un couple des acteurs tchèques, Pavla Tomicová et Jan Sina, qui sont extraordinaires dans un film qui parle d'une relation entre la mère et son fils qui retournent à la maison après une absence et ils doivent penser comment passer temps ensemble parce qu'on n'a pas trop de temps ensemble. C'est important d'avoir un film tchèque pour la cinématographie nationale ? Bien sûr, c'est important aussi parce que la compétition officielle à Karlovy Vary est un tremplin pour un film tchèque ou local, slovaque, comme on peut voir dans le cas de Better to Go Wild. Miro Remo, le film gagnant de l'an dernier, qui a déjà fait une 60aine de festivals après être présenté à Karlovy Vary. On va se revoir à Karlovy Vary pour parler peut-être plus en longueur des films en compétition, peut-être au rayon francophone. On peut parler du belge qui est intitulé Paris, Paris. Oui, c'est un film qui nous a frappé et qui nous a fait beaucoup de plaisir, qui a réchauffé nos cœurs. C'est un film qui travaille avec une poétique qu'on connaît des films de Aki Kaurismäki, un humeur très sec, très laconique, qui se déroule dans une communauté parisienne des émigrés. C'était le directeur artistique du Festival international du film de Karlovy Vary. Et pour le programme complet de ce festival, une seule adresse, www.kviff.com. Depuis mercredi soir et jusqu'à lundi, le Théâtre national de l'Opéra Comique à Paris présente Brundibár, un opéra pour enfants composé en 1938 à Prague par Hans Krása. Derrière cette œuvre d'apparence simple se cache une histoire exceptionnelle,
celle d'un spectacle joué à de nombreuses reprises par des enfants juifs internés dans le ghetto-camp de Térésine en Bohême, avant la déportation de la plupart d'entre eux vers Auschwitz. Plus de 80 ans après la guerre, Brundibar continue de transmettre un message de résistance, de solidarité et d'espoir. Les deux metteurs en scène de cette production, de la maîtrise populaire de l'opéra comique, Muriel Mayet-Holtz et Jean-Claude Berruti, ont évoqué ce projet d'adaptation en français au micro de Marie Sikorova. Je suis Muriel Mayet-Holtz. Je mets en scène, en co-mise en scène avec Jean-Claude Berruti, le Brundibar, et moi je dirige aussi le Théâtre National de Nice. Il s'agit de la nouvelle mise en scène. Est-ce que vous pouvez la présenter ? Alors Brundibar, c'est un opéra composé par Hans Krasa, qui est un opéra pour les enfants d'une 30aine de minutes, qui a l'air très léger, comme un conte populaire, mais qui en fait a été créé dans un contexte historique dramatique, puisque il a vu vraiment officiellement le jour dans le camp de Térésine, où les enfants qui chantaient cet opéra, au fur et à mesure, étaient changés, puisqu'ils disparaissaient vers Auschwitz. On peut dire qu'en fait, ça a été écrit comme l'ébauche d'un grand opéra qui n'aura jamais été écrit. Et dans le projet, nous avons proposé, pour compléter ce conte, on a proposé de lui associer un morceau du conte écrit par Jean-Claude Grimbert, dont toute l'œuvre a témoigné de la perte d'une partie de sa famille à Auschwitz et de sa situation d'écrivain juif, mais avec beaucoup de délicatesse, d'humour, de distance dans toute son œuvre. Et nous avons pris un extrait de Pichouka Pichik, qui est un conte qui raconte l'histoire un soir de Noël d'une grand-mère qui est toute seule et qui voudrait rejoindre son mari parce que les enfants ont grandi, qu'ils ne viennent plus chercher les cadeaux. Elle voudrait rejoindre son mari qui est au ciel, et là elle tombe sur le Père Noël parce qu'elle emprunte sa cheminée. Et voilà, parce que notre défi c'était non seulement de donner un visage à ce conte sans l'alourdir, parce que c'est un conte léger qui convoque les animaux de la ville, les enfants, mais de ne pas échapper non plus au contexte tragique dans lequel il a été écrit. Le livret est en français, on chante en français, les enfants chantent en français. Quel était justement le travail avec les enfants ? Alors ce qui est merveilleux avec les enfants, c'est qu'ils sont encore dans l'âge de comprendre le jeu, parce que dès qu'on fait une pause, ils jouent. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'ils sont habitués dans leur formation, et heureusement, à obéir, à répondre à l'autorité, à être obligés d'avoir certaines connaissances, à obéir. Et la création, elle se construit dans la désobéissance nécessaire, c'est-à-dire l'intuition, la réaction qu'on a à tel ou tel sujet. Et donc nous avons tenté de les emmener dans une espèce d'ouverture pour retrouver la dimension du jeu qui est tellement naturelle pour les enfants, mais que nous passons une vie entière à essayer de retrouver. On est à l'opéra comique. Hans Krasa, c'était aussi quelqu'un qui était formé à Paris. Donc, notamment, il était influencé par la musique française. On a la chance en France d'avoir ces institutions comme l'opéra ou l'opéra comique. D'abord parce que c'est Louis Langrée qui sera notre chef d'orchestre qui en a la direction et qu'il a une ouverture d'esprit et un amour du sensible qui est rare. Mais on a la chance en France quand même d'être très protégé encore, je dis encore parce qu'il y a forcément une sorte d'inquiétude sur l'avenir, de la nécessité des créations, de la nécessité de revisiter, de recommencer à chaque fois des œuvres qui sont connues ou moins connues, mais de les rebrasser puis de les redonner à entendre aux nouvelles générations. Et avec un regard forcément toujours contemporain, parce que
on ne le monte pas de la même façon Brundibar aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Et c'est ça qui est beau dans la mise en scène, c'est qu'elle est éphémère. Donc je dirais, on a rajouté des œuvres de Poulenc, des œuvres de Janáček, pour essayer d'être autour d'une période et du goût partagé autour de Hans Krása, d'une musique, j'ai envie de dire populaire, qui n'a pas l'air si compliquée et qui pourtant raconte tellement de notre humanité. Jean-Claude Berruti. Est-ce que vous pouvez me présenter cette nouvelle mise en scène de Brundibar de Hans Krása? Le projet, on va dire que c'est de donner à l'opéra de Krása la juste place. C'est-à-dire que c'est souvent monté, on va dire, avec des petits moyens, sur des petites scènes. Et nous, on avait envie de le faire à l'Opéra Comique et de montrer l'opéra le mieux possible. C'est-à-dire avec des moyens d'opéra. Ça, c'est la première chose. Parce que, finalement, l'œuvre de Krása, c'est un opéra en miniature. Mais il y a tous les éléments. Il y a une grande scène de chœur, il y a une scène magique, il y a une scène où on poursuit le méchant, il y a une résolution, il y a presque une scène de ballet. Et donc, l'idée, c'était de le présenter sur un grand plateau, avec les moyens d'un grand plateau. C'est pas pour ça qu'il va y avoir beaucoup de décors, mais c'est quand même un peu autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire une version un peu mise en scène, mais un peu oratorio, souvent avec les palissades de la création à Theresienstadt, qu'on voit sur la page de titre. Donc on a eu envie de donner toutes ces chances à l'opéra. Dans ce spectacle, vous avez travaillé aussi avec les œuvres de Poulenc, de Janáček, mais notamment vous voulez présenter aussi l'œuvre d'une compositrice qui est disparue aussi à Auschwitz. C'était Ilse Weber. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas du tout connu, malheureusement. Moi, il me semblait important que, au-delà du fait qu'on sache que ça a été représenté, et puis on a tous les témoignages, on connaît toute l'histoire des représentations en Thérésine, c'était important d'indiquer et de faire entendre de la musique écrite dans Thérésine pour Thérésine, puisque l'opéra n'est pas écrit. Voilà. Ça, c'était peut-être le premier argument. Le deuxième argument, c'est que Wandern in Theresienstadt, c'est tellement sublime qu'il faut absolument le faire entendre au public d'aujourd'hui pour contextualiser d'une manière musicale les choses. Parce que c'est une ballade romantique allemande, au fond. Ça pourrait être écrit par Heine et par Schumann, à part que c'est écrit par une femme qui est enfermée à Theresienstadt et qui utilise le très grand style allemand pour dire l'horreur allemande en 1942. C'est quand même extraordinaire. Un extrait de Brundibar pour terminer cette émission, avant de vous dire quelques mots également sur ce que vous pouvez retrouver sur le site français.radio.cz ces jours-ci. Eh bien, il s'agit notamment de la revue de presse hebdomadaire avec des sujets divers et variés, des sujets importants dont la guerre en Ukraine et son traitement par la presse tchèque, et vous pouvez lire tout ça sur notre site. Il est également question de sport avec la grande aventure du jeune Jakub Menšík à Roland-Garros, notamment la grande aventure de ce jeune joueur qui est racontée sur notre page internet. Et puis il est question évidemment, et il sera question de foot avec le début de la Coupe du Monde et une équipe tchèque plutôt prometteuse qui vient de gagner ses 2 matchs de préparation, 2-1 d'abord contre le Kosovo à domicile et puis dans le New Jersey
3-1 contre le Guatemala, le premier match de la Representace en Coupe du Monde. Vous le savez peut-être, ce sera contre la Corée du Sud et ce sera au Mexique alors que l'équipe nationale aura sa base à Dallas au Texas où elle est arrivée en fin de semaine, ce vendredi très exactement, après sa victoire contre le Guatemala. De tout ça, il sera question dans la nouvelle émission foot que vous propose Radio Prague International environ 2 fois par mois. Ça s'appelle Copa Copana et c'est présenté par Guillaume Narguet en compagnie de Lazare Van Paris. Une émission à retrouver également sur toutes les plateformes de podcast dignes de ce nom. Quant à notre podcast, Une demi-heure en Tchéquie, vous le savez, depuis le début du mois de juin, c'est seulement 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas également de vous abonner à notre newsletter. C'est important de recevoir les nouvelles de la Tchéquie et c'est important pour nous de savoir combien de personnes sont abonnées à ce service. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Blue Sky, sur X, sur d'autres réseaux comme YouTube et Instagram dans d'autres langues, car vous le savez, Radio Prague International diffuse encore dans 7 langues, dont l'ukrainien et également l'espagnol, l'allemand, l'anglais, le russe et le tchèque. En tout cas, vous avez déjà toutes les informations pour cette semaine. On se retrouve donc pour un prochain podcast mardi prochain. Et puis, dans une semaine, il sera également Culture avec une nouvelle émission qui sera consacrée à l'art contemporain. Vous en saurez plus dans quelques jours. Nous vous remercions de votre fidélité importante pour nous en ce moment. À l'occasion également des 90 ans de notre station, nous fêtons notre anniversaire très exactement au mois d'août, mais tout l'été, une série se poursuivra avec vos lettres et votre lien avec la Tchéquie et votre lien avec Radio Prague International. Une seule adresse pour nous écrire, vous la retrouvez sur notre site et sinon l'adresse usuelle français@radio.cz. Je vous souhaite un très agréable week-end où que vous soyez dans le monde. Ahoj, naslyšenou.